Salut à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Dev Perso. Salut César. Salut Elisa. Si vous avez suivi les deux premiers épisodes, je suis Elisa, coach en développement personnel, à qui vous pouvez faire appel sur www.rayon.net. Et avec moi, j'ai Monsieur César Bastos. C'est moi. Qui va se présenter en nous disant ce qu'il fait comme podcast magnifique dans la vie. Alors moi, je suis consultant social media dans la vie et comme tu l'as dit, quand je ne fais pas le consultant, j'anime 2 podcasts. Le premier s'appelle Hommage collatéral et il parle de gens intéressants de la pop culture. Donc des George Lucas, des Isaac Asimov, des Alan Moore, des trucs comme ça. Et le deuxième qui fait appel à la fibre nostalgique de chacun d'entre nous s'appelle On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Vous avez déjà pu entendre Elisa dans l'un d'eux et elle va revenir très prochainement. Et on parle des Madeleines de Proust de notre enfance. Alors tu me donnes un bon point d'entrée dans cette émission parce que... Alors que ce n'était pas du tout écrit. Alors que ce n'était pas du tout écrit, nous sommes géniaux. Parce que ton dernier podcast parlait de George Lucas et dans le Dev Perso d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de Star Wars. Un peu. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas t'y coller. Un peu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est super important dans notre vie. Vous entendez probablement partout sur le net, à base de petits posters mignons, que vous êtes responsable de votre bonheur, vous êtes créateur de votre vie, patin, coup fin, des fois c'est un petit peu chiant, parce que quand on se sent complètement en rade, ça fait peser un peu de pression sur nos épaules. Mais, en fait, c'est vrai. Et plutôt que de dire vous êtes responsable de votre vie, paf, comme ça, où c'est un peu écrasant, j'ai envie de dire vous êtes responsable du regard que vous posez sur votre vie. Et quand vous changez de regard, vous changez votre vie. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et le podcast d'aujourd'hui, son titre, c'est Miroir et fumée. Alors, c'est une référence à un recueil de nouvelles de l'auteur anglais Neil Gaiman, qui est aussi scénariste, qui est en train de préparer une série adaptée d'un livre qu'il a coécrit avec Terry Pratchett. Le meilleur livre au monde. Hein. Environ, ouais. Cette série, ça va s'appeler De mon présage comme le livre. Et Neil Gaiman est un des auteurs sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui pour parler de changer notre vision, c'est changer le monde. Donc, l'œuvre, en fait, que je vais traiter en dernier, de Neil Gaiman, c'est Coraline. Alors là, pour le coup, je vais me baser sur l'adaptation filmique qui a été faite en 2009 par le studio Laika. Excellent studio. A priori, c'est proche du roman, mais là, on va plutôt se baser sur le film. Je vais également me baser sur Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, dont je ne dirai pas l'année d'édition parce que vous êtes capable de trouver Le Seigneur des Anneaux tout seul dans un libraire. Toute petite référence. Hein. Voilà. Et la toute petite référence aussi, ça va être Star Wars. Entre les deux, c'est ça ? Tout à fait, on va parler de Star Wars en deuxième. Et vous allez voir pourquoi j'ai appelé ce podcast Miroir et fumée. On va faire référence à des choses qui nous éclairent sur notre vision de notre vie. Ça va être le côté miroir. Et on va aussi parler des illusions qu'on entretient à propos de notre vie. Et ça va être le côté fumée. Alors, pour démarrer, si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux ou vu le film, il y a un... Parce que là, les deux supports passent dans ton discours, en fait. Alors oui, les deux supports passent, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent les choses un petit peu différemment, mais d'une manière qui se complète. Donc si vous avez vu que l'un, c'est pas grave. Si vous avez vu les deux, c'est très très bien. Je vais vous parler d'un moment typique de... le regard qu'on pose sur le monde définit le monde. C'est le passage de la Laurienne où la compagnie arrive assez fatiguée, ils ont perdu Gandalf dans la Moria, tout le monde est quand même pas très bien, le moral est bas et... Oui, l'ambiance c'est un peu tonton est mort, donc forcément... Et quand ils rencontrent Galadriel, qui est là quand même essentiellement pour les aider, dans le livre... Il y a un passage où il lui explique ce qui s'est passé et pendant qu'il lui parle, ils ont individuellement l'impression qu'elle les sonde, mais vraiment qu'elle fouille les recoins de leur cœur, du regard,
pour un petit peu les évaluer, quoi, les tester, savoir ce qu'ils ont dans leur trip. Et il y en a un qui réagit particulièrement mal à ça, c'est Boromir. C'est Sean Bean. Et dans le film, c'est particulièrement criant, puisqu'il y a un jeu de chant contre chant avec les regards des personnages, où on voit Sean Bean qui fuit Galadriel du regard. Ouais, c'est la narration par l'image qui nous fait comprendre que c'est lui qui a pas le cul propre, quoi. On le voit pratiquement suer à l'écran. Dans le livre, c'est géré un petit peu différemment. C'est qu'une fois qu'ils ont eu cet entretien avec Celeborn et Galadriel, ils descendent du Malorn, on leur donne un endroit où loger, et ils font un petit débrief tous ensemble. Et Boromir dit à la cantonade une phrase comme « Oui, mais il faut se méfier de la sorcière du Bois d'Or. Après tout, tout le monde nous met en garde contre ce genre de terre magique. » Et Aragorn lui rabat son caquet en disant « Mais vous avez pas la moindre idée de ce dont vous parlez. La Lorienne est un endroit où il n'y a nul mal autre que celui qu'on y apporte. » Et je crois que c'est une citation charnière de ce podcast. Elle nous servira aussi de transition quand ce sera à toi de parler de Star Wars. Mais le moment clé, c'est ça. C'est la vie, elle n'est pas telle qu'elle est. Elle est telle qu'on l'interprète à travers nos références personnelles, à travers le miroir de notre passé, et à travers nos émotions du moment. Et Boromir... Dès le début du Seigneur des Anneaux, en fait, il est mort d'inquiétude pour Minas Tirith. Pour lui, Minas Tirith, c'est le dernier rempart contre Sauron. Ils sont dans une situation désespérée, et quand il entend parler de l'anneau, pour lui, c'est une aberration de vouloir le détruire. D'autant qu'il porte un poids personnel et que dans toute cette histoire, il voit le moyen justement de régler tous les problèmes qui l'entourent. Ouais. Pour lui, l'anneau, c'est pas du tout... quelque chose de maléfique, c'est une bénédiction, et il est contre la décision de le détruire. Et c'est dans la Lorienne qu'on commence à comprendre qu'il file un mauvais coton, parce que il se sent pas bien face à Galadriel, et en fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Nos circonstances de notre vie, elles appuient sur nos cordes sensibles. C'est là que Galadriel, elle tend un miroir à toute la compagnie pour que eux-mêmes vérifient s'ils sont aptes à continuer cette quête. Elle va tendre un miroir, pour le coup, physique à Frodon et Sam, puisque le miroir de Galadriel, c'est qu'elle verse de l'eau dans une vasque et elle utilise son don de vision pour leur permettre de voir au loin. Frodon et Sam voient des visions, pour l'instant pas réalisées et fictives, de la comté détruite ou en train de l'être, et elle leur dit « Attention, le miroir ne montre pas que ce qui est réel, il montre aussi des choses qui ne se réaliseront jamais, et votre quête... elle est pleine d'espoir, à moins que vous ne vous détourniez de votre chemin. » Boromir, pour le coup, à ce moment-là, il commence à se détourner du droit chemin, et Galadriel, en fait, n'est absolument pas nocive. Par contre, ses paroles rentrent en résonance avec la noirceur qui est déjà dans Boromir. Donc et lui-même, il n'a pas la conscience tranquille. C'est aussi pour ça, enfin moi, mon interprétation, c'est que comme il se sent mal à l'aise dans ce pays, plutôt que de s'interroger sur ses propres motivations, il rejette en bloc la faute sur Galadriel. Oui, après tout, c'est une sorcière, elle est probablement pas bien nette. Hop, je me défausse. Et Aragorn, il sait très bien que il y a absolument que Galadriel est absolument pas en cause. Par contre, Boromir, lui, ne le sait pas encore. Et ce qu'il a amené dans la Lorienne, qui est un endroit béni, puisque Galadriel a son anneau de diamant, c'est le poids, le fardeau d'être le dernier rempart des hommes, le manque d'espoir, qui chez Tolkien est un thème récurrent. Finalement, il était catholique, un des thèmes qui lui tenait le plus à cœur, c'est l'espoir doit aller au-delà de l'espoir tangible basé sur notre réalité physique, parce que la réalité physique, elle est pas super jojo, Sauron est effectivement plutôt en train de gagner à ce moment-là, mais notre espoir d'aller plus loin. Et tous les personnages qui se désespèrent chez Tolkien, c'est des personnages qui finissent plus ou moins bien, parfois qui arrivent à se rattraper avant la fin, d'autres pas, comme Saruman. On sait que Boromir s'est rattrapé avant la fin, mais sa peur et son désespoir, c'est ça qui l'a amené en Lorienne, et il a amené sa propre méfiance. Donc finalement, il ne voit que ce qu'il a déjà dans ses yeux, quoi. Et je dis pas par là que dans votre vie, quand vous sentez pas quelqu'un, c'est que le fruit de votre imagination, Non, des fois, vous allez réagir à des gens qui sont réellement négatifs, qui sont réellement en train de jouer sur vos nerfs et qui sont réellement mal intentionnés. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Mais finalement, quand on n'a pas les cordes sensibles sur lesquelles quelqu'un essaye de jouer, on est capable de se rendre compte que lui, il est en train d'essayer de manipuler, mais sans que ça marche. Et on se sent pas déstabilisé, on se sent pas mal. Il n'y a pas cette espèce de contraction qui se fait à l'intérieur de nous. Donc finalement, le problème, il est jamais dans ce qu'on a vraiment en face de nous, il est dans nos têtes. Et Boromir, il offre à Galadriel 12 000 cordes sur quoi elle peut jouer pour le tester. Et c'est pour ça qu'il est déstabilisé. Les autres membres de la compagnie qui ont leur peur, qui ont leurs défauts, mais qui ont quand même un cœur assez confiant, ils se fient à Galadriel, elle les déstabilise finalement pratiquement pas. Donc c'est ça la différence. L'illusion, elle est bien présente, mais c'est lui qui en est la cause en fait. Et c'est ça. Il vit dans un monde qui est, selon lui, condamné, et c'est ça l'illusion. C'est une illusion qu'il a fabriquée tout seul. Galadriel, elle y est vraiment pour rien. Le passage exact, le narrateur dit « Il en avait été de même pour tous, semblait-il. Chacun avait senti qu'on lui offrait le choix entre une ombre redoutable qui se trouvait devant lui et quelque chose qu'il désirait ardemment. Ce quelque chose était clairement représenté à son esprit et pour l'avoir, il lui suffisait de se détourner de sa route et de laisser à d'autres la quête et la guerre pour son... » Et chacun y va de son petit commentaire. Gimli dit moi il m'a semblé que mon choix resterait secret, ne serait connu que de moi seul. Et Boromir dit peut-être n'était-ce qu'une mise à l'épreuve et espérait-elle lire nos pensées, mais j'aurais presque dit qu'elle nous tentait en nous offrant ce qu'elle prétendait avoir le pouvoir de donner. Inutile de dire que j'ai refusé. Les hommes de Minas Tirith sont fidèles à leurs paroles. Et évidemment, c'est qui va flancher ? C'est lui. Il va essayer de prendre l'anneau à Frodon et Galadriel, en fait, Galadriel, il est pour rien. Elle utilise ce qu'elle a sous la main. Et un autre exemple qui se passe d'une manière vraiment très proche, et là, on vous le sert, pas tant pour ajouter de l'eau au moulin que juste pour avoir un point de vue différent sur la même chose, c'est Star Wars, avec la célébrissime scène de la grotte de Dagobah. Yep. C'est mon truc là, c'est ça. Tout à fait, je te tends le micro que tu as installé toi-même devant toi. De toute façon, je pense que là, j'ai pas besoin de présenter la scène. C'est quand Luke fait son entraînement sur Dagobah et que il s'apprête à subir une épreuve. Yoda lui montre une direction en lui disant qu'il doit aller dans le lieu le plus obscur de la planète et il lui demande qu'est-ce qu'il y aura et Yoda lui répond ce que tu y trouveras. Ce que tu y apporteras. Ce que tu y apporteras, pardon. Et donc on le voit mettre sa ceinture avec son sabre laser et Yoda lui dit qu'il n'aura pas besoin de ses armes. Et évidemment, Luke, en jeune con qu'il est à ce moment-là, ne l'écoute pas et agrafe sa ceinture et s'engage dans cet endroit charmant. Et tout le monde sait qu'il y rencontre Dark Vador et qu'une brève altercation a lieu, qui réussit à battre Dark Vador, qui n'est pas Dark Vador, qui est une illusion et sous le casque qu'il voit lui-même. Quand on a préparé ce podcast, tu avais très rapidement cette idée en tête et on a un petit peu discuté de ce que ça voulait bien dire et je pense qu'il y a une espèce de consensus en disant que en fait Luke a vu le conflit là où il n'y avait pas forcément quelque chose de négatif, c'est-à-dire que c'était pas un lieu forcément noir, plein d'émotions négatives. Les émotions négatives, c'est Luke qui les y a emmenées parce que à ce moment-là, il y a des éléments de son passif qui expliquent ça, c'est-à-dire que pour lui, Dark Vador, c'est un peu le symbole absolu du mal. C'est le meurtrier d'Obi-Wan Kenobi, pour commencer, et jusqu'à présent, celui de son père, parce que c'est l'histoire que Kenobi lui a racontée. Il sait pas encore que Vador est son père. Et en plus de ça, c'est la personnification du mal pour toute la galaxie aussi, donc il a un intérêt personnel à le voir comme le grand Satan, mais en plus, c'est comme si on lui disait... non, Adolf Hitler, c'est pas si quelqu'un. Mais non, c'était une gentille personne en fait. Voilà, c'est difficile d'avoir un avis pas tranché sur la personne. Et donc, il a en toute légitimité, il arrive dans ce coin-là, il voit son ennemi juré, il sort son sabre laser et baston quoi. À ceci près que ce lieu lui montre ce qu'il voulait bien voir et même si on n'avait pas conscience, ce qu'il voulait voir, c'était la bagarre, c'était se venger, c'était là aussi comme Boromir en fait la mission qui pèse sur ses épaules. Et là où ça rejoint ta thématique, c'est qu'effectivement il a amené en fait alors il n'en avait pas conscience, mais il a amené cette charge négative et c'était
je sais pas si on peut dire que c'est de la philo de bas étage, mais en tous les cas, c'est très compréhensible. Il avait envie de voir le conflit là où il n'y avait pas forcément. Quelque chose qui est intéressant à propos de ce moment, c'est, et pour le coup, c'est pas de la philo de bas étage, il y a un petit dicton rigolo qui dit « on n'arrête pas une guerre avec des armes », mais c'est qu'en fait, en allant contre Vador avec la violence comme arme, et quelque part, il devient Vador, puisque c'est sa propre tête qu'il voit dans le casque à la fin quand il a coupé la tête. Et on le sait à la fin avec le retour du Jedi, bah c'est évidemment pas par le combat qu'il vainc Vador. Il vainc Vador en se rendant, en refusant de combattre et en décidant d'aimer son père. Donc finalement, ce moment-là est vraiment un moment miroir parce qu'on lui montre qui il est, habité de violence. Alors oui, la grotte de Dagobah est habitée par le côté obscur, ça c'est dit, mais ça n'agit que comme un révélateur. Et finalement, ça contient la solution finale, à savoir, la violence, ça marchera pas. Il faudra faire autre chose, il faudra que tu vois Vador autrement que comme l'homme à abattre. Que c'est la façon dont on le voit tous, hein, on va pas se mentir. Mais il faut que Luke change absolument de regard sur Vador, sinon il ne pourra pas le vaincre et il ne pourra pas renverser l'Empire. Donc c'est là qu'on retombe dans notre gros sujet, changez votre regard et vous changez votre réalité, ni plus ni moins. S'il était rentré dans la grotte en pensant pas du tout à Vador, mais peut-être à son repas du soir, il se serait peut-être passé autre chose. J'imagine que c'est pas simple de se mettre à sa place et de se dire non mais je vais arriver à cette table sans idée préconçue. Peut-être que Vador adore l'art contemporain comme moi et qu'on va pouvoir avoir une conversation sympa. C'est effectivement difficile à appréhender, mais en tous les cas, la soluce, c'est peut-être qu'il doit prendre un petit peu de recul et essayer, facile à dire, hein, j'imagine, mais essayer de comprendre que là encore, il ne va que compliquer la situation s'il arrive avec littéralement l'épée à la main, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on peut pas jeter la pierre à Luke dans le film, mais grâce à ça, nous, on peut être plus sages. Et c'est le but du podcast, et il est là pour vous aider et pour vous dire, quand vous êtes apparemment dans le pétrin, réagissez pas comme un Luke Skywalker à ce moment-là. Il y a une coach qui dit on peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qui l'a créé. Alors je fais une petite nuance, c'est pas forcément l'état d'esprit qui l'a créé, mais c'est l'état d'esprit en tout cas qu'il le voit comme un problème. Vous devez d'abord changer votre état d'esprit et après les solutions dont le problème a besoin, elles vont se présenter. Mais vous ne pourrez pas résoudre quoi que ce soit dans la négativité. Donc effectivement, votre météo interne, il faut d'abord la faire changer. Donc Luke aura besoin d'un certain boulot pour devenir la personne qui va vaincre Vador en rendant les armes. Et il y a une scène qui est reprise dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. C'est quand Luke et Vador se battent sur Bespin, c'est Luke qui se fait trancher une main. Et dans le retour du Jedi, avant de poser son sabre dans le combat contre Vador, il tranche la main mécanique de Vador. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il comprend « Merde, on est encore en train de parler de moi. L'autre, c'est moi. Vador, c'est moi. Si je réagis comme un con, on n'en sortira jamais. » Et c'est là qu'il se dit « Ok, je vais changer d'approche. J'éteins mon sabre. » C'est cyclique, donc il faut que je fasse acte de résilience et que... Faut que je sorte du cercle, en fait. Il y a un cercle vicieux, il faut que je brise en faisant quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui est... Quand ça nous arrive à nous, la chose qu'on a besoin de faire, souvent, elle est complètement hors des sentiers battus. Elle fait pas partie des plans B ou des plans C ou des plans D qu'on avait prévus. C'est quelque chose qui paraît quasi suicidaire et c'est de poser un regard sans haine et tu sur l'as dit, les choses. C'est cyclique. Outre donc le passif personnel et ce qui est la mort d'Obi-Wan, la première confrontation pleine d'illusions dans la grotte, il se castagne avec Vador. Sur Bespin, il se castagne avec Vador. À la fin du Retour du Jedi, il se castagne avec Vador avant de se rendre compte là que là il y a peut-être un truc qui va pas. Eh bien, oui, en fait, il a posé exactement le même regard sur Vador répétitivement et à un moment donné, il percute. Je vais pas gagner avec cet état d'esprit-là. Il faut que je fasse autre chose. Et à l'inverse, à l'inverse, on peut dire ça.
pour le dernier Star Wars, il y a évidemment Les derniers Jedi. il y a une scène un peu miroir là aussi qui a fait parler d'elle, qui est beaucoup plus libre à interprétation là, Oui. quand Rey a sa propre épreuve sur l'île où elle suit l'enseignement donc de Luke, où elle se rend dans cet endroit tout aussi bizarre sur l'île et qu'elle est confrontée à un phénomène un peu paranormal et à des illusions aussi, sauf que derrière le miroir qu'il a pour le coup est presque palpable, on le voit dans le film. C'est des parois rocheuses qui sont un peu comme du quartz ou du Ouais. cristal. Et donc l'analogie elle est plus palpable. Et par contre, ce qu'elle voit de l'autre côté, c'est elle-même et elle ne voit que ça, elle ne voit rien d'autre. Et ce que j'aime bien dans cette scène, qui est confirmée par Kylo Ren un peu plus tard, c'est que Rey est confrontée à la chose dont elle a le plus peur, à savoir le vide absolu. Et en l'occurrence, pour préciser cette notion, c'est le vide familial. En fait, elle n'a personne et donc elle voulait appartenir à une plus grande cause, un plus grand destin. Et en fait, sa plus grande peur, c'est d'être toute seule, de venir de nowhere, comme disait Luke, ce que lui confirme Kylo. Et tu dis Kylo, toi. Ça dépend des moments. Kylo lui confirme qu'elle est issue d'une famille de deux glands qui l'ont abandonnée. Et elle voulait, elle s'imaginait un plus grand destin, et en fait, non, elle n'est personne, mais être personne n'empêche pas d'accomplir de grandes choses ou de faire à l'inverse de grandes erreurs, comme Luke avant elle. Et moi, j'aime bien cette scène parce que je vais pas m'aventurer plus loin que ça non plus, mais en plus, ça montre qu'elle est quelque part beaucoup plus proche de Luke que Kylo ne le sera jamais, du moins on verra pour l'épisode prochain si ça changera, mais qu'elle est beaucoup plus la fille spirituelle de Luke que Kylo, qui est pourtant son neveu, et que justement le sang ne fait pas tout, que la famille Skywalker ne peut pas être là à chaque pâté de maison de chaque carrefour de la galaxie, et que elle est peut-être de nowhere, mais ça n'empêche pas qu'elle peut avoir un grand destin, celui qui se dessine actuellement en salle, quoi. Moi, j'avais bien aimé cette scène parce que justement chacun pouvait vraiment y voir midi à sa porte. Toi, tu l'as interprété comme elle voit qu'elle-même dans les miroirs parce qu'elle n'a pas d'ascendance, elle n'a pas de famille, elle n'a rien, il n'y a que elle. Moi, je l'ai interprété plus positivement, à savoir, waouh, contrairement à la grotte de Dagobah où il se passe quelque chose de négatif, là, il n'y a qu'elle parce qu'elle n'a rien amené de négatif. Alors, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que Inception... c'est beaucoup plus libre à l'interprétation. Ouais. Cette scène, c'est un miroir de ce que nous, spectateurs, on a envie de voir dedans. Et j'imagine bien que le scénariste avait une idée en tête, lui. Mais si vous avez pas la même, c'est pas grave. Typiquement, moi, tu vois, j'étais très content que ce soit pas la fille cachée de Luke Skywalker, et que le scénario typiquement soit un peu plus intelligent que ça, et donc qu'elle vienne de nulle part. Quand Kylo Ren lui dit non mais tu voilà, t'es la fille de personne, moi ça m'allait très bien, et en fait j'ai pas cherché plus loin, c'est-à-dire que c'était peut-être ce que j'attendais en allant voir le film, et du coup je suis là aussi, pour revenir sur le sujet, je suis venu avec ce que j'avais envie de voir, et du coup c'est peut-être pour ça que je suis content et que j'ai eu ce à quoi je m'attendais. C'est très juste. Finalement, le miroir, c'est le miroir de nos peurs, mais c'est aussi le miroir de nos attentes, et il y a beaucoup de situations qui nous paraissent complètement bloquées parce que ce qu'on attend ne se produit pas. Mais, comme dit l'auteur Lise Bourbeau, pour récolter des carottes, faut planter des carottes. Et il y a des situations qui sont pas du tout faites pour donner des carottes, parce que vous êtes dans un vrai champ de navets, et ce que vous attendez ne sort pas. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème, une erreur, ou que vous êtes en train de foirer. C'est juste que la situation, elle marchera pas. Et finalement... Du coup, c'est pas un problème si vous pouvez rien y changer. Donc, changer votre regard, des fois, ça veut dire soyez conscient de vos propres attentes. Quand vous apercevrez que vous vous arc-boutez sur quelque chose qui n'est juste absolument pas faisable, le problème cesse d'en être un, et il vous offre une porte de sortie, à savoir juste retirez-vous, faites autre chose. Donc, c'est une des façons dont on peut sortir... Et voir la vie autrement, ce qui est toujours une bonne façon de faire. Et qu'est-ce qu'il en est dans Coraline ?
Alors Coraline, on l'avait regardée chacun de notre côté pour la préparation d'un précédent podcast et on a remarqué qu'il se prêtait pas au sujet qu'on voulait traiter. Et finalement, tu as trouvé quelque chose pour retomber sur nos pattes. Et finalement, en fait, il traite très très bien pour moi les miroirs et les fumées. Donc dans le film, alors là on va peut-être vous faire le pitch parce que c'est moins connu que Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Quand même. Je pense qu'on peut dire ça sans trop s'avancer. C'est l'histoire d'une petite fille, je sais pas quel âge elle a, si elle a 11-12 ans, qui a déménagé dans un bled mais paumé. C'est son petit côté Luke Skywalker. S'il existe un point le plus éloigné possible du centre de la galaxie, c'est là. C'est juste un coin dans la campagne, dans une très très grande maison très bizarre qui est divisée en plusieurs appartements. Tous les voisins sont bizarres. Il y a un vieil athlète russe qui élève des souris savantes. Il y a deux vieilles filles non meneuses mariées, meneuses de revue qui n'ont pas quitté leur passé, leur tutu rose et leur vernis à ongles. Et qui empaillent tous leurs chiens. Des West Island Terriers blancs empaillés sur les étagères, c'est un peu flippant. Et les parents de Coraline sont en train de plancher, mais vraiment d'arrache-pied, sur un catalogue de jardinage. Apparemment, ils le mettent en page ou ils le réalisent. Et il pleut. Il fait tout le temps gris. La seule personne de son âge, c'est un garçon qui est assez bizarre. Un peu weirdo lui aussi, ouais. Ouais, il a moins les que les cheveux en autres, mais quand même. Et quand il la rencontre, quand elle le rencontre pour la première fois, il lui saute quasiment dessus, déguisé en monstre sur son petit vélo cross. Et honnêtement, c'est une vision très bizarre. Un serial killer potentiel. Et en fait, elle est malheureuse, hein, ni plus ni moins, et particulièrement l'absence de ses parents lui pèse parce qu'elle a l'impression qu'ils en ont mais strictement rien à foutre d'elle. Ils passent la journée à plancher sur leur catalogue, ils lui donnent rien pour se divertir. Le soir, ils font la cuisine à la va-vite et ils lui servent des côtes de bête. Je me rappelle Swiss Chard dans la VO du film, et à l'écran, c'est de l'animation. Image par image, filmée par Laika, et on lui sert une bouillie gluante verte, enfin on dirait du slime, c'est affreux. Et on se dit, où est la gamine ? Elle est quand même pas bien aidée, elle a quand même pas une vie facile. Et un jour où l'un de ses parents lui dit, pour t'amuser, va compter toutes les portes de la maison. Elle trouve une petite porte toute petite, un peu plus grande qu'une chatière, elle peut se glisser dedans, mais c'est une toute petite porte, et c'est muré derrière. Et la porte est condamnée, et une nuit en rêve, la porte ne l'est plus, elle s'aventure de l'autre côté, et de l'autre côté, il y a une dame, bien pimpante, bien pomponnée, plutôt plus jolie que sa mère, qui se présente comme son autre mère, the other mother en anglais, qui se montre adorable avec elle, qui prend soin d'elle, qui l'adore l'autre, qui lui donne à manger ses plats préférés, et dans ce monde-là, qui est la copie inversée de cette affreuse maison bizarre, mais les voisins sont bizarres, mais d'une manière intéressante. Ils présentent des spectacles de souris savantes, des spectacles de chiens savants, et au lieu de s'emmerder comme un rat mort, tout est merveilleux. Et elle se met à se réfugier dans ce monde parce que c'est effectivement quand même vachement mieux que sa réalité, jusqu'au moment où elle s'aperçoit que l'autre mère, c'est ni plus ni moins qu'une sorcière qui a capturé ses vrais parents, qui veut les transformer en poupées et coudre des boutons à la place de ses yeux, et elle dit à Coraline, tu pourras rester dans le monde merveilleux où tout est fantastique, à condition de me donner tes yeux pour que je coude des boutons à la place. Et là, Coraline, elle s'aperçoit que c'est la cata, que ses parents sont vraiment prisonniers, et qu'elle s'est bien jetée des illusions en allant dans ce monde parallèle. Et là, c'est à elle d'arranger tout. Parce que c'est parce qu'elle a ouvert la porte à la sorcière que tout est parti en sucette. Et alors qu'au fur et à mesure de ses visites, on voit au fur et à mesure du film que tout n'est pas rose dans ce monde-là, que les gens sont beaucoup plus étranges qu'ils n'y paraissent. Et elle a eu plus d'une fois l'occasion d'avoir la puce à l'oreille, mais que c'est au dernier moment, quand elle est acculée, qu'elle se rend compte qu'elle a fait une grosse connerie, quoi. Ouais, son petit pote, le garçon bizarre, fait partie de ce monde-là. Il a bien sûr des boutons cousus à la place des yeux, et on voit à l'écran que plusieurs fois il essaie de la protéger, plusieurs fois il a des réactions étranges. C'est parce qu'il est lui-même sous la coupe de la sorcière, et il en faut des caisses pour qu'elle comprenne. Là, la situation, c'est que
Coraline a jeté sur sa vie un regard super négatif. Oui, on est d'accord, le bled est paumé, les parents sont occupés et il pleut tout le temps. La vie pue. La vie, ça, c'est les fêtes. Mais elle colle vraiment une étiquette de merdicité très très forte sur cette situation. Et c'est de là que naît son impression que l'herbe est quand même vachement plus verte dans le pré d'à côté. Et elle va le visiter, le pré d'à côté. D'apparence, les choses sont parfaites, mais en fait, c'est un idéal qui est totalement factice. Parce que dans la vie de personne, on te sert ton plat préféré tous les soirs et tous tes voisins font des petits spectacles de magie pour toi. Ça existe juste pas une vie sans le moindre défaut. Donc la catastrophe, elle se produit parce que Coraline commence le film par une fuite en avant. Ni plus ni moins, une course à l'échalote où, comme elle veut pas vivre dans la réalité, elle préfère aller se réfugier dans un monde faux. Et pour certains de nous, c'est se réfugier dans consommation de jeux vidéo à haute dose ou de séries, ou se réfugier dans des relations dont on sait qu'elles sont complètement superficielles, mais elles ont parfois des côtés un peu satisfaisants. Pour vous faire un gros cliché, la blogueuse lifestyle, le blogueur mode ou quoi que ce soit, qui passe sa vie à compter ses likes et à être adoré par des fans, mais qui n'a pas de vraie relation dans la vraie vie. Ça, c'est un petit peu Coraline dans le monde réel. Ça se passerait un peu comme ça. Et du coup, c'est parce que Coraline s'aperçoit que cette fuite a eu des conséquences qu'elle accepte de revenir dans une réalité qui est tout sauf rose, puisqu'on lui impose 3 épreuves où elle doit retrouver des pierres magiques. Et les épreuves, mais elles sont tout sauf faciles. Elle doit quelque part vaincre des monstres, vaincre ses peurs. Il y a un danger réel, elle peut vraiment mourir. Mais c'est parce qu'elle accepte de faire face à ça qu'elle réussit les dites épreuves et qu'elle résout le problème du film, à savoir sauver ses parents. Et se débarrasser de la sorcière une bonne fois pour toutes. Donc finalement, on parlait du thème de l'acceptation dans le deuxième dev perso. C'est ça, c'est que finalement, elle accepte d'arrêter de fuir la réalité pour y revenir. Et c'est là qu'elle change les choses. Donc, ça nous amène à l'épilogue du film où c'est le printemps. Les parents ont terminé, parce que les parents ont été sauvés, donc ils reviennent dans le monde, ils se souviennent évidemment de rien. Ils ont terminé leur catalogue de jardinage, ils ont planté des tulipes rouges dans le jardin qui devient beaucoup moins effrayant, beaucoup moins sombre, et on a une espèce de scène de mignon barbecue où tous les voisins bizarres sont en train de boire de la limonade avec les parents. Et les voisins sont toujours bizarres, l'athlète russe parle toujours russe, les vieilles filles sont toujours des vieilles filles, donc rien n'a changé, mais tout est différent. On se rend compte que les parents n'étaient pas des parents... sans cœur et absents, ils étaient juste occupés c'est par ça. le déménagement et par leur boulot. C'était juste des parents ordinaires qui étaient un peu dépassés par leur propre vie, mais ils aiment leur fille. Les voisins sont bizarres, mais pleins de charme. Et surtout, ils sont bienveillants. Ils viennent avec leurs défauts, mais ils cherchent pas à imposer leurs lois sur Coraline, ce que la sorcière cherchait à faire. Et moi, cet épisode de film m'avait vraiment marqué, y compris lors de la sortie ciné, où je me suis dit, c'est fou. C'est qu'il y a un happy end, mais c'est pas du tout un happy end à l'américaine où les problèmes sont résolus au sens tout le monde est devenu gentil. C'est tout le monde a toujours été gentil. Mais là, on s'en aperçoit. Et ça illustre vraiment puissamment cette thématique du changement de regard que je voulais développer tout au long de ce podcast. Et c'est un peu là qu'est la solution. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, finalement, Boromir, il change de regard, mais tard. Et pareil, il a besoin de faire une grosse connerie, à savoir essayer de voler l'anneau à Frodon pour s'apercevoir qu'il a merdé. Sauf que lui, il se fait quand même un petit peu tuer. Lui, qu'à l'inverse, comprend avant qu'il soit trop tard qu'il peut briser le cercle, comme tu disais tout à l'heure. Et là, Coraline, c'est un peu ça aussi, mais
elle a eu besoin de quelques épreuves pour se rendre compte qu'il y avait une autre manière de faire. On a tous besoin de nos électrochocs. Et l'avantage de la vie, c'est que elle va nous présenter des séries, comme la loi des séries, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'on a à comprendre. Et du coup, si vous avez l'impression d'être confronté sans cesse au même problème, c'est parce qu'en fait, vous les regardez sans cesse de la même façon. Donc, allez, j'ai envie de dire un peu à contrario de votre réflexe de défense, comme Luc ou comme Boromir, ou de votre réflexe de fuite, comme Coraline. Essayez d'attendrir votre cœur, essayez de chercher les raisons pour lesquelles les gens se comportent comme ils se comportent. Essayez de voir le parent fatigué et débordé plutôt que le parent froid et je m'en foutiste. Et votre problème, il va changer par lui-même. C'est un petit peu ma conclusion, et je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, mais y a une belle citation que j'ai dit plus tôt dans ce podcast, c'est « Poser sur la vie un regard sans haine ». Ça, c'est dans Princesse Mononoke. C'est quand Ashitaka, au début du film, est envahi par cette espèce de côté obscur où son bras a des taches marron et il est expulsé de son village parce que il risque d'y amener le malheur. La chamane lui dit « Ta mission, c'est de partir à l'aventure pour apprendre à poser sur le monde un regard sans haine. » Mais c'est ça qu'on doit faire. Mais la petite anecdote personnelle, c'est que moi, dans ma vie, dans mon entourage, j'ai une personne qui m'a posé un fil à retordre terrible parce qu'elle appuyait sur toutes mes cordes sensibles. Elle n'était absolument pas méchante ou désagréable avec moi, mais tout ce qui sonnait faux chez moi, elle l'activait. Donc, j'avais beaucoup d'attentes envers cette personne. Je voulais que les choses aillent d'une certaine manière et que concrètement, elle arrête d'être urticante pour moi. Et ça fonctionnait pas du tout. Et il a fallu que je me dise, c'est moi qui prends les choses dans le mauvais sens du poil, que j'aille poser des questions à d'autres personnes qui le connaissaient pour comprendre un peu comment il fonctionnait et que ça n'avait rien à voir avec moi. Qu'il était ni froid, ni je m'en foutiste, ni des choses comme ça. Mais ça m'a pris 2 ans. C'est une question que j'allais te poser justement parce que là on a l'exemple de nos personnages pour discourir sur leur situation. Mais comment on fait un pas de côté pour voir ça? Est-ce que ça demande de la réflexion, du recul? Ça, j'imagine que oui, mais du coup, tu viens de le laisser entendre, mais ce serait bien de parler aux autres pour avoir un autre point de vue. Je dirais la première étape, quel que soit le problème, que ce soit un problème relationnel avec d'autres gens en cause ou un problème on est tout seul, par exemple, je sais pas moi, un problème de je trouve pas de job, j'ai un problème de santé, il faut d'abord baisser notre garde. Parce que tant qu'on est dans l'énervement ou le refus de la situation ou la colère, on est dans un état d'esprit qui est propice à avoir des problèmes. Ou l'attente, le fait d'être omnibulé par quelque chose. Ah ouais. Donc d'abord, il faut vraiment ouvrir son cœur. Et quand je dis ouvrir, vous pouvez le penser quasiment chirurgical. Là, je tends le scalpel parce que ça demande une humilité de taré, de se dire si c'est autant un problème pour moi, c'est qu'il y a un défaut dans mon regard et que donc je suis responsable du changement de regard. Donc il faut d'abord, j'ai envie de dire, désamorcer la bombe de notre côté. Et quand on est prêt à faire ça, les idées viennent. Par expérience, les idées, elles viennent toujours. Moi, ça a été l'idée d'aller voir d'autres gens qui connaissaient la personne qui me filait de l'urticaire pour leur poser des questions et leur dire quand il se comporte de telle façon, j'ai l'impression que c'est par rapport à moi, je le prends personnellement. Et les explications qu'on m'a données étaient hyper convaincantes. Et j'ai vraiment pu me rendre compte que c'est moi qui imaginais des choses à cause de mes blessures personnelles, de rejets que j'ai depuis que je suis petite, quoi. Et là encore, on doit remettre une dose d'humilité parce que si vous faites appel à... pour prendre du recul, comme tu disais, ou faire un pas de côté, souvent c'est utile d'aller demander l'avis d'autres personnes. Mais ce qu'ils vont nous dire, ça va pas être confortable pour nous. Souvent, il va falloir mettre notre ego de côté. Pour entendre ce dont on a besoin pour essayer de résoudre cette équation qui paraît un peu compliquée. Mais l'avantage, c'est que vous avez un système de pilotage à l'intérieur. Quand on vous dit quelque chose qui est vrai, mais qui est dur,
il y aura du soulagement. Il y aura un soulagement interne, vous allez vraiment le sentir dans vos tripes, et même s'il y a une partie de vous qui est en train de râler et qui a envie de claquer les portes et de faire gna 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 gna, il y a une partie de vous qui va se sentir soulagée et qui va dire « Ok, mais c'est une super bonne nouvelle, en fait tout est de ma faute !» On va pas dire de votre faute parce que ça serait culpabilisant, mais ok, c'est de mon ressort. Donc ce qui est génial, c'est que j'ai plus besoin de m'acharner sur la situation. Et puis comme tu l'avais dit, j'ai juste besoin de faire ma part. Et comme tu l'as dit dans le premier numéro, même si c'est notre faute ou ce genre de choses, c'est pas grave. La culpabilité c'est une chose, mais maintenant faut aller de l'avant pour essayer de régler cette situation. C'est ça. Donc si vous arrivez pas à changer de regard, vous pouvez faire appel à celui de quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes blessures que vous et qui donc regardera la situation différemment. Si vous êtes un Boromir, faites appel à un Aragorn. Just saying. J'espère que tout le monde a un Aragorn autour de soi. J'espère que vous n'êtes pas Sean Bean, sinon vous mourrez dans pratiquement tous vos films, juste pour vous dire. Et un très très bon livre que je vous ai déjà recommandé pendant le 2e épisode pour changer votre regard, c'est The Universe Has Your Back de Gabriel Bernstein. On me dit dans mon oreillette que le livre a été traduit en français, donc maintenant si vous lisez pas très bien l'anglais, vous avez un joker. Donc le livre a été traduit en français, ça s'appelle « L'univers veille sur vous ». Vous pouvez l'acheter chez votre libraire préféré, c'est aux éditions Guy Trédaniel. La coach est très très recommandable et elle vous donne plein d'exemples concrets de sa vie où par un changement de regard, elle a pu voir les situations d'une manière totalement différente. Et un autre bouquin, toujours d'elle, sur la même thématique, c'est Judgment Detox. Et là, pour le coup, c'est consacré que au jugement qu'on porte sur nos circonstances. Donc là, vous pouvez y aller. Elle va vous donner une méthode de A à Z. Moi, en one-to-one, je peux aussi vous aider si vous êtes coincé dans des situations que vous c'est arrivez ce que j'allais dire. Quand on n'a pas Bernstein sous le coude, on peut peut-être faire appel à toi. Voilà, c'est ça. Gabriel Bernstein, je pense, ne coach pas grand monde en one-to-one, alors que moi, si. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à reprendre Le Seigneur des Anneaux si vous adorez ce livre, à revoir ou à relire Coraline. Si vous avez vu le film, vous pouvez lire le livre. Il faut voir le film d'Henry Selick, le monsieur qui a fait Mr. Jack, donc c'est un argument en plus pour découvrir le film adapté de Neil Gaiman. Et les studios Laika sont vraiment des gens fabuleux qui font... Enfin, tous les films qu'ils ont sortis après étaient... sans exception, ouais. Sans exception. Enfin, vous pouvez aller voir les box trolls, c'est génial. Et le petit dernier en date, Kubo et l'armure magique, ou un truc du genre. Kubo and the Two Strings en VO, ouais. C'est de l'animation magnifique à base de vraies marionnettes. Donc, il n'y a pas d'image de synthèse dans ce studio, donc c'est visuellement super agréable. Et tout le monde a vu et revu Star Wars, donc George Lucas n'a pas besoin de nous pour en conseiller sa saga. Voilà. On vous envoie pas forcément voir Star Wars 8 parce qu'on pense que vous avez aussi bien de revoir l'Empire contre-attaque, hein. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez quand même. On va vous souhaiter une bonne rentrée. On va vous souhaiter de la pluie parce qu'il a fait quand même super chaud cet été et je commence vraiment à avoir besoin de la pluie à la place des grelons, ça pourrait être bien, ouais. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à mettre un commentaire sur iTunes. Ça nous permet d'être plus visibles. Vous pouvez aussi en laisser sur lepodcast.fr si c'est par là que vous nous écoutez. De manière générale, les commentaires et les notes sont le nerf de la guerre. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez, à le faire connaître autour de vous. Et j'en profite pour passer une petite annonce, c'est que désormais, avant de prendre des clients de coaching, pour faire connaissance, j'offre une séance d'1h30 de coaching par Skype ou messagerie. Donc si vous avez déjà une épine dans le pied et que vous voulez voir si mon approche vous convient, n'hésitez pas à me contacter elisa.rayon@gmail.com. Tout le monde a droit à son 1h30 gratuite de coaching. C'est totalement... la routine, donc il n'y a pas du tout forcément une vente derrière et c'est vraiment mon cadeau pour vous. C'est une super cadeau de rentrée, ça, dis donc. Oui. Merci beaucoup, Elisa. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Gros bisous, les gens.